Le ronronnement du réfrigérateur résonnait comme le seul son dans la maison, un bourdonnement sourd et monotone qui vibrait à travers les planches du plancher. Il était 1h47 du matin, un mardi, un moment où le monde semblait en suspens, où même les fantômes dormaient. Puis, mon téléphone, posé face contre la surface en granit du comptoir, vibra. Pas une sonnerie, juste une vibration singulière, insistante. Un texto. Le message était plus qu'une simple notification, c'était une détonation. Il provenait de ma femme, Isabella. Elle était censée être à Las Vegas, participant à une conférence de marketing de 3 jours pour l'entreprise pharmaceutique où elle travaillait dans un paysage de salles de conférences beige, de café-rance et de réseautage artificiel. Du moins, c'est ce que j'avais cru. L'écran s'illumina d'une photographie. Elle la représentait, debout sous les néons roses et bleus criards d'une chapelle de mariage de Vegas. Son sourire était immense, presque sauvage, un dévoilement triomphant de dents que je n'avais pas vu depuis des années. À côté d'elle, les bras enlaçant sa taille d'une manière possessive, se tenait Charles. Charles, son collègue au charme fade, celui qu'elle avait toujours qualifié de mari de bureau, un accessoire de bureau inoffensif. Ils souriaient comme des gagnants du loto, brandissant des certificats de mariage fraîchement imprimés à la caméra comme s'il s'agissait de trophées. Sous la photographie, le texto était un chef-d'œuvre de cruauté désinvolte, viens de me marier avec Charles. On se fréquente en cachette depuis 8 mois. Opération plus réussie que jamais. Honnêtement, s'occuper de toi, c'était comme voler un bonbon à un enfant. Merci d'avoir été une telle blague. Amuse-toi bien dans ton petit monde triste. Bisous bisous. Je fixais l'écran. Le choc initial avait une qualité physique, un coup de poing au diaphragme qui expulsait l'air de mes poumons. Ce n'était pas la rage chaude et aveuglante dépeinte dans les films. C'était une paralysie froide et rampante. Mon monde, l'édifice méticuleusement construit de ma vie, ne s'était pas simplement fissuré. Il avait été rasé. Je pouvais sentir le sang se retirer de mon visage, un engourdissement picotant s'étendant dans mes bras. Le réfrigérateur continuait de ronronner, insensible. Petit monde triste. Les mots résonnaient dans le silence caverneux de ma cuisine. 30 secondes s'écoulèrent. Peut-être une minute. Je relus le message, puis le message précédent de cet après-midi, Burke. Le conférencier principal est tellement ennuyeux. J'aimerais être à la maison avec toi. Tu me manques. L'audace pure et stupéfiante de la tromperie était presque admirable. C'était une figure de style de maître escroc. Mes pouces planèrent au-dessus du clavier. Quelle réponse un homme tape-t-il à un tel message? Un torrent de rage? Une série de questions? Une supplication pour une explication? Non, tout cela constituerait une performance pour elle, une validation de son pouvoir. Cela lui fournirait le drame qu'elle désirait manifestement. J'ai senti un interrupteur s'activer en moi, le choc s'estompa, remplacé par un calme arctique, une clarté si aiguë qu'elle ressemblait à une arme. Elle désirait une réaction. Elle ne recevrait pas celle qu'elle anticipait. J'ai tapé un seul mot, OK. Et je l'ai envoyé. Dépourvu de ponctuation, juste la finalité plate et méprisante de celui-ci. Puis, avant qu'elle ne puisse comprendre l'antithèse, j'ai commencé à agir. La vitesse était essentielle, pensait-elle. C'était un jeu qu'elle avait déjà gagné. Elle avait mal calculé. Isabella, malgré toute son habileté à orchestrer une liaison, était une novice dans la mécanique brutale de la vie. Elle habitait un royaume d'émotions et de grands gestes. J'habitais un royaume de contrats, de mots de passe et de conséquences. Tout était à mon nom. La maison, achetée avec mon héritage 2 ans avant même que nous nous rencontrions. Les comptes bancaires joints, qui étaient, en réalité, mes comptes principaux, auxquels je lui avais accordé l'accès. Les cartes de crédit dans son portefeuille, plastique brillant portant son nom mais rattaché en tant qu'utilisatrice autorisée directement à mon crédit, à ma situation financière. Une erreur de débutante, Isabella. Une erreur fatale. Il était 2h05 du matin. J'étais à mon bureau, la lueur de mon écran peignant mon visage d'une lumière bleue crue. D'abord, les cartes de crédit. Je me suis connecté au portail bancaire, American Express Platinum, Isabella Moretti, utilisatrice autorisée. Action, supprimer l'utilisateur. Un clic. Une boîte de confirmation, êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet utilisateur et annuler sa carte? Clic, terminé. Chez Saphir Réserve. Isabella Moretti,
Utilisatrice autorisée. Clic, confirmer. Clic, terminer. Bank of America Cash Reward. Clic. Clic, terminer. En moins de 90 secondes, sa liberté financière, la possibilité d'acheter un café ou de réserver une nouvelle chambre d'hôtel, s'était évaporée dans l'éther numérique. Ensuite, les comptes bancaires. J'ai modifié les mots de passe. D'abord, une nouvelle chaîne complexe de caractères et de symboles. Ensuite, j'ai lancé un transfert. La totalité du solde de nos comptes courants et d'épargne joints, un peu plus de 74 000 $, je l'ai transféré vers un compte individuel distinct que j'avais conservé pour mes propres investissements. Le transfert a été instantané. Le compte qu'elle croyait être son filet de sécurité contenait maintenant un solde de 0 $. Les mots de passe sont venus ensuite, Netflix, Amazon Prime, Hulu. Notre compte de messagerie partagée. Le stockage en nuage où résidaient nos photos. L'application du système de sécurité. Tout. Chacun fut modifié, effacé et reconstruit selon une nouvelle logique impénétrable qu'elle ne pourrait jamais deviner. J'ai agi avec une précision chirurgicale, détachée. Il n'y avait aucune émotion, seulement une liste de contrôles. Chaque tâche accomplie était un petit clic satisfaisant ou une brique de plus posée dans le mur qui était désormais sa prison. À 3h15 du matin, j'ai passé le dernier appel, un serrurier disponible 24 heures sur 24. Service de dépannage d'urgence, ai-je déclaré, la voix ferme. Ma maison. J'ai besoin que toutes les serrures extérieures soient changées immédiatement. Ce sera un prix élevé, monsieur, a-t-il répondu. 300 $, plus le coût du matériel. Je me fiche du prix, arrivé ici tout de suite. Il est arrivé à 4h30 du matin, un homme à l'air fatigué, avec de la graisse sous les ongles et une boîte à outils qui cliquetait comme un squelette. Il a travaillé efficacement, perçant les anciennes serrures de la porte d'entrée, de la porte arrière, de l'entrée du garage latéral. Le crissement métallique et strident de la perceuse était le seul bruit qui rompait le calme d'avant l'aube pendant qu'il travaillait. J'ai fait des captures d'écran de tout, le texto d'Isabella, la photo, l'horodatage. J'ai tout transféré à mon email personnel avec la ligne d'objet, preuve 1017. À 5h30 du matin, c'était terminé. Les nouvelles clés étaient lourdes dans ma paume. Le clavier de la porte de garage avait un nouveau code. J'ai payé le serrurier en espèces, en ajoutant un pourboire de 100 $. Il a hoché la tête, les yeux lasses, sans poser de questions. Il avait déjà tout vu. Je suis rentré dans la maison silencieuse. Ma maison. J'étais épuisé, mais c'était un étrange épuisement énergique. L'adrénaline des dernières heures avait consumé le chagrin, laissant derrière elle un vide, un noyau résonnant de quelque chose d'autre, le contrôle. J'avais survécu à l'explosion initiale. Maintenant, je gérais les retombées. Je me suis glissé à nouveau dans le lit, mais pas pour dormir. Je suis resté allongé là dans l'obscurité, à écouter le silence ou une sentinelle privée de sommeil gardant les ruines de sa vie. Le soleil était haut et impitoyable lorsque les coups ont commencé. C'était juste après 11h du matin. J'étais dans la cuisine, à siroter un grand verre de thé glacé, le goût amer étant un choc bienvenu pour mon système. Gordon Ramsay hurlait à la télévision, démolissant un restaurateur pour avoir servi des pétoncles congelés. C'était étrangement réconfortant, une forme de chaos familière. Bang. 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 La porte d'entrée vibrait dans son cadre. Ce n'était pas une frappe polie. C'était un assaut frénétique et percutant. Ma première pensée, absurdement, a été à un livreur trop zélé. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé à travers le Judas. Elle était là, Isabella. Ses cheveux étaient en désordre, son visage rougeoyant d'un mélange de rage et d'incrédulité. Elle secouait la poignée de porte avec une énergie violente, comme si elle pouvait forcer les barillet à céder par la seule force de sa volonté. « Cooper, ouvre cette porte. »« Qu'est-ce qui se passe avec ma clé ?» cria-t-elle, la voix tendue. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon thé glacé. Je me suis dirigé vers le réfrigérateur, j'ai sorti la lourde carafe en verre d'eau citronnée que je gardais pour les jours chauds, les glaçons s'entrechoquant contre les parois. Je suis retourné à la porte, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai tourné le nouveau verrou. Je l'ai ouverte juste d'un interstice, laissant la chaîne de sécurité en place. « Oh, salut » ai-je dit, ma voix d'un calme troublant. « Ta clé ne marche pas parce que tu ne vis plus ici, tu te souviens ? Tu t'es marié à Vegas.
Son visage s'est tordu. La fureur a été remplacée par un éclair de choc authentique, comme si elle ne pouvait pas comprendre comment j'avais agi avec autant de décision. Tu ne peux pas me faire ça, Cooper. J'ai des droits. C'est notre maison. C'est illégal. Vraiment, ai-je dit, en conservant mon ton de conversation. Avant qu'elle ne puisse se lancer dans le monologue théâtral que je savais qu'elle allait faire, j'ai déverrouillé la chaîne, j'ai ouvert la porte juste assez et, d'un mouvement fluide et doux, j'ai jeté le contenu de la carafe directement sur elle. Ce n'était pas du café chaud. Ce n'était pas de l'acide. Ce n'était que de l'eau glacée. Mais sa réaction fut primitive. Elle a poussé un cri rauque et perçant et a trébuché en arrière, hors du porche, trempé et bafouillant. Le choc du froid, l'aspect totalement inattendu de l'acte, avait court-circuité sa rage. « Calme-toi, ai-je dit, ma voix toujours calme. Refroidis-toi et sors de ma propriété. » J'ai fermé la porte, sans la claquer, mais en la fermant avec un clic poli et ferme. J'ai réenclenché le verrou et suis retourné dans la cuisine. À la télévision, Gordon Ramsay traitait quelqu'un de sac de patates inutile, un beau parallèle. 5 minutes plus tard, le hurlement des sirènes a fendu l'air paisible de la banlieue. Bien sûr, elle avait appelé la police, prétendant à une agression, sans doute. J'ai regardé par la fenêtre une voiture de patrouille s'arrêter au bord du trottoir. 2 agents en sont sortis, leurs expressions professionnellement neutres, mais leur langage corporel rayonnant une résignation lasse. Ils ont frappé. Cette fois, j'ai ouvert la porte complètement. Monsieur, a commencé le plus âgé des deux, la main près de son arme de service. Nous avons reçu un appel concernant une dispute conjugale. Une femme vous accuse de l'avoir enfermée hors de chez elle et de l'avoir agressée. Agressée. Feignis-je la confusion. Ah, vous voulez parler de l'eau? Oui, je lui ai jeté de l'eau. Elle devenait hystérique sur mon perron. Avez-vous jeté un bocal sur votre femme, monsieur? Demanda le plus jeune des agents, ses yeux m'examinant. Ex-femme, techniquement, corrigeai-je gentiment, depuis environ 9 heures. Et c'était un pichet, pas un bocal, un pichet en plastique rempli d'eau détox, vous savez, avec des citrons et tout. C'est très hydratant. D'un geste, j'activai la nouvelle caméra Ring, positionnée au-dessus de la porte d'entrée un mois plus tôt. Heureusement pour les deux parties, toute l'interaction avait été enregistrée. Souhaitez-vous visionner l'enregistrement, demandai-je, et leur attitude changea immédiatement. La simple mention d'une vidéo agit souvent comme un talisman pour les forces de l'ordre. J'accédai à la séquence pertinente sur mon téléphone. Ils observèrent le clip, montrant ses coups violents sur la porte, ma réponse calme, le jet d'eau qui suivit, et sa retraite théâtrale et agitée. Madame, déclara l'agent le plus âgé dans son micro, s'adressant probablement au centre d'appel, qui restait en ligne avec Isabella, cela ne constitue pas une agression. Il vous a jeté de l'eau, interrompis-je, levant à nouveau mon téléphone. De plus, messieurs, concernant l'aspect chez elle et de la plainte, continuai-je, en présentant le SMS, la photographie de Las Vegas, et les mots triomphants, truffés d'injures. Je glissai ensuite vers la capture d'écran de l'acte de propriété de la maison, qui affichait sans équivoque mon nom comme seul propriétaire. L'acte était daté de 2 ans avant notre mariage. Les sourcils de l'agent le plus âgé se haussèrent de surprise. Le plus jeune se mordit l'intérieur de la joue, mais je décelai un léger tremblement au coin de sa bouche. Il réprimait un sourire. Elle prétend également que vous avez volé tout son argent et ses biens, déclara l'agent le plus âgé, son ton étant maintenant teinté de curiosité plutôt que d'accusation. Messieurs, tous ses effets personnels, vêtements, chaussures, bijoux, tout demeure intact à l'intérieur de la résidence. Quant à l'aspect financier, les comptes bancaires étaient exclusivement à mon nom. Elle était une utilisatrice autorisée de mes cartes de crédit, un privilège que j'ai révoqué ce matin pour, je crois que vous en conviendrez, des raisons évidentes. Je possède tous les documents pertinents. Ils conférèrent à nouveau avec Isabella par téléphone. Je pouvais distinguer sa voix frénétique et stridente, même à plusieurs mètres de distance. L'agent le plus âgé soupira, pinçant l'arête de son nez. Madame, dit-il, la voix lourde de finalité, c'est une affaire civile. Vous devez consulter un avocat. Nous ne pouvons pas l'obliger à vous accorder l'accès à la maison, surtout compte tenu des circonstances. Vous êtes tenu de quitter la propriété. Il mit fin à l'appel et m'adressa un signe de tête. Ce n'était pas un geste amical, mais plutôt un signe de compréhension. Ne détériorez pas ses biens, monsieur.
Qu'on convenait d'un moment qui convienne à tous les deux pour qu'elle vienne les récupérer. Bien sûr, agent, répondis-je. Je ferai tout emballer pour elle, affirmai-je. Affichant un niveau de civilité exemplaire, ils s'en allèrent. La voiture d'Isabella, une BMW blanche dont j'avais versé la compte, quitta le trottoir en trombe avec un crissement de pneus. La tranquillité fut rétablie. Je rentrai à l'intérieur et me servis un autre verre de thé glacé, en ajoutant cette fois une tranche de citron pour l'équilibre. Le lendemain matin, le spectacle reprit, cette fois augmenté de renfort. Je contemplais les mérites relatifs de passer l'aspirateur par rapport à la poursuite de ma noble aspiration à atteindre un état de parfaite oisiveté lorsque j'entendis le crissement des pneus. Un Honda CR-V, un véhicule qui incarne les choix raisonnables, se gara dans mon allée avec la subtilité d'un engin explosif. Des portières claquèrent. Des voix, aiguës et acrimonieuses, transpercèrent l'air. Avec prudence, j'espionnai à travers les stores. C'était une hydre de drame à 4 têtes. Isabella, le visage un masque de fureur tragique. Sa mère, Carole, une femme qui serrait ses perles comme si elles étaient une bouée de sauvetage dans un océan de vulgarité. Et sa sœur, Camilla. Or, Camilla était une toute autre affaire. Dotée de proportions extravagantes qui défiaient à la fois la gravité et la modestie, elle se tenait avec un air de confiance belliqueuse, comme si sa simple présence physique constituait un argument en soi. Elle était flanquée du 4e membre de leur groupe, Charles. Pauvre, infortuné Charles. Il ressemblait à un homme qui avait gagné un prix à la loterie pour se rendre compte ensuite qu'il s'agissait d'un carcajou vivant. Il se tenait à plusieurs pas derrière elle, les épaules affaissées, rayonnant une aura de profond regret. Elles avancèrent dans l'allée comme une posse mécontente. Cooper, lâche. Isabella lança la salve d'ouverture. Tu m'as humilié. Tu as fait en sorte que les flics me traitent comme une criminelle. Techniquement, vous avez épousé un autre homme, puis vous vous êtes présenté en exigeant d'entrer dans ma maison. Je n'ai fait que fournir le contexte pertinent, répondis-je, parlant à travers la porte fermée. Carole s'avança, gonflant sa poitrine. Jeune homme, vous m'écoutez. Légalement, moralement, c'est toujours chez elle. Alors pourquoi a-t-elle épousé un technicien de machine à sous de Paramus dans une chapelle de mariage minute, ai-je rétorqué. Carole, ai-je relancé, étais-tu au courant de ça? As-tu été invité à la réception au buffet du Bellagio? Charles, pendant ce temps, avait l'air de souhaiter que la terre l'engloutisse. Easy, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça ici, a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. Camilla, dont la poitrine opulente était à peine contenue par un crop-top moulant, a croisé les bras. Le mouvement était si puissant qu'il sembla momentanément distordre la lumière autour d'elle. Tu te comportes comme un vrai gamin, Cooper. C'est moi le gamin? J'ai fini par ouvrir la porte, en m'appuyant contre le cadre. Ce n'est pas moi qui ai mené une liaison de 8 mois, fin de l'affection conjugale tout en préparant ma sortie, puis me suis pointé chez mon ex avec mon nouveau mari et ma famille à la remorque comme si on tournait un épisode des Real Housewives of Bergen County *. C'est là que les yeux d'Isabella se sont écarquillés. Nous allons faire évaluer la maison. J'ai droit à la moitié de sa valeur. Je me suis contenté de lever mon téléphone et de l'agiter doucement. Souriez pour la caméra, tout le monde. L'enregistrement audio est excellent. Oh, et Isabella, tu devrais peut-être demander à ton avocat, en supposant que tu puisses t'en payer un, de vérifier la définition du terme bien marital. Cette maison a été achetée avec des fonds non matrimoniaux, plus précisément mon héritage prénuptial et ton mariage à Las Vegas. Cela s'appelle l'adultère dans cet état, ce qui a certaines implications pour le partage des biens. Désolé, ce n'est pas Monopoly. Tu ne passes pas par la case départ, et tu ne touches certainement pas 200 000 $, ma chérie. Carole a halté, sa main volant à sa gorge comme si j'avais proféré un blasphème. Charles, à son crédit, semblait posséder une once de sens de l'autoconservation. Il s'est retourné sans un mot, et retourné à son CR-V et est monté à bord, le regard droit devant lui. Il en avait assez. Camilla m'a lancé un regard de pur venin, s'est retournée avec un soupir et ils se sont tous retirés dans une tempête de malédictions murmurées et de fureur impuissante. La Honda a quitté l'allée en trombe une fois de plus, ne laissant derrière elle que le parfum persistant du désespoir et d'un parfum bon marché. J'ai ri un rire franc, profond, viscéral. C'était la première fois que je riais depuis 2 jours. J'ai immédiatement contacté Arthur Vance, pas un avocat caricatural, courant après les ambulances, mais plutôt l'avocat spécialisé en divorce le plus impitoyable et le plus froid de l'État.
Arthur, ai-je dit, c'est Cooper. Le cirque vient de faire une autre apparition. Je vais vous envoyer les nouvelles images de surveillance. Je pense qu'on les tient à la gorge. Quelques heures plus tard, alors qu'un fragile sentiment de sérénité commençait à s'installer sur la maison, ils sont revenus. Ils avaient un U-Haul un petit, le genre qu'on loue pour un studio. J'avais passé l'après-midi à emballer méticuleusement la vie d'Isabella dans des cartons, sa garde-robe de fast fashion, sa collection de livres de développement personnel à moitié lus, ses coussins décoratifs. Tout était empilé soigneusement dans le garage. J'avais même emballé ses photos encadrées dans du papier bulle. J'étais, avant tout, un homme raisonnable. J'ai ouvert la porte du garage à distance et j'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine pendant qu'il commençait la triste tâche de charger sa vie dans le camion. L'atmosphère était lourde de ressentiment. Charles, ramené au service, se déplaçait avec l'enthousiasme d'un condamné à mort. Puis est venu le moment que j'attendais avec impatience, la location du U-Haul. J'avais, dans un moment de génie mesquin, réservé le camion à son nom. Au comptoir, elle avait présenté sa carte de crédit. Je n'étais pas présent, mais l'ami qui travaille à l'agence de location m'a fourni un compte rendu détaillé plus tard dans la soirée. Elle a passé la carte. Refusé. Un éclair de confusion a traversé son visage. Il doit y avoir une erreur, avait-elle dit, sa voix tendue. Repassez-la. Le caissier, un adolescent boutonneux, l'a repassé. Refusé. Madame, souhaitez-vous appeler votre banque ou utiliser une autre carte? Silence. Un silence pesant et humiliant. Elle a essayé sa carte de débit. Fonds insuffisant. Le regard accablant de tout le groupe sa mère, sa sœur s'est tournée vers la seule source de fonds restante, le bon vieux Charles. L'ami a décrit l'expression de son visage lorsqu'il a produit à contre-cœur sa propre carte de débit. C'était le visage d'un homme à qui on venait d'annoncer que sa liaison amusante s'accompagnait d'un ticket modérateur, le visage d'un homme qui pensait épouser une vie de banlieue confortable et qui ne réalisait que maintenant qu'il avait épousé une femme dont la valeur nette était celle d'un étudiant de première année. Cette image de son esprit qui se dégonflait visiblement lorsqu'il composait son code PIN valait chaque dollar que j'avais jamais dépensé pour elle. J'aurais dû vendre des billets. La vraie bataille, cependant, ne faisait que commencer. Mon avocat, Arthur, a appelé le lendemain. Sa voix était empreinte d'un amusement pince sans rire que je commençais à apprécier. Cooper, a-t-il dit, écoute ça. Son nouvel avocat, et j'utilise le terme avec prudence, tente de demander l'annulation du mariage de Las Vegas. Ils affirment qu'elle était ivre, émotionnellement manipulée et qu'elle n'était pas saine d'esprit. J'ai ricané. Bien sûr que si. Ce n'est pas tout, continua Arthur. Ils soutiennent simultanément que, puisque le mariage à Las Vegas n'est pas valide, elle est toujours légalement mariée à vous et a donc toujours droit à une pension alimentaire et à une part de la maison. C'est ambitieux. C'est idiot, corrigea Arthur. Elle vous a envoyé une confession écrite et photographique d'adultère et, en réalité, de bigamie. Elle s'en est vantée. Elle nous a servi l'affaire sur un plateau d'argent. Ce n'est pas une stratégie juridique, c'est une crise de nerfs. Puis il livra la dernière et glorieuse information. Au fait, j'ai fait une enquête sur Monsieur Charles Nova. Il a 2 condamnations antérieures pour vol à l'étalage et réside actuellement au sous-sol de sa mère à Paramus. Il semble qu'il pensait qu'Isabella était celle qui avait l'argent. L'ironie était si forte que j'aurais pu m'étouffer avec. C'étaient 2 personnes fauchées et malhonnêtes qui pensaient avoir trouvé chacune leur ticket d'or pour découvrir qu'elles détenaient toutes les 2 de faux billets. Isabella, comme on pouvait s'y attendre, est devenue furieuse. Elle a lancé une campagne de la terre brûlée sur les réseaux sociaux, me dépeignant comme un narcissique monstrueux et dominateur. Des publications ont fait surface, détaillant méticuleusement mes prétendus abus émotionnels et mon oppression financière, me présentant comme un geôlier qu'il avait poussé dans les bras d'un autre homme pour trouver du réconfort. Sa mère et sa sœur ont amplifié ces récits, ajoutant consciencieusement leurs propres commentaires sur mon tempérament prétendument froid et cruel. Certaines connaissances communes, du genre à privilégier constamment le drame à la loyauté, ont tout absorbé avec avidité. Cependant, Isabella avait oublié Ézéchiel. Zek, le virtuose de la technologie de notre groupe, possédait la capacité d'infiltrer le NORAD en utilisant seulement une calculatrice graphique et une canette de Red Bull à moitié consommée. Je l'ai contacté en disant simplement « j'ai un problème ». En moins d'1 heure, il avait récupéré 1 an de messages Facebook supprimés échangés entre Isabella et Charles. Cette chronique numérique de leur tromperie les révélait se vantant de leur succès à me duper,
décrivant des plans élaborés pour leur avenir ensemble et, plus accablant encore, un message qu'Isabella avait envoyé 3 mois auparavant. Il est tellement stupide et confiant, disait-il. Je prélève discrètement de l'argent sur notre compte commun d'épicerie depuis des mois. Je suis presque prête à acheter la robe de mariée de mes rêves. J'ai tellement hâte de voir l'expression sur son visage stupide quand il réalisera que je me suis joué de lui. J'ai examiné les relevés bancaires et observé les retraits d'espèces récurrents, chacun s'élevant à des centaines de dollars. Ces sommes dépassaient considérablement nos dépenses d'épicerie habituelles. Je me suis abstenu de diffuser ces messages indistinctement, car cela aurait créé une situation inconvenante. Au lieu de cela, j'ai demandé à Arthur de transmettre la transcription complète et non censurée au représentant légal d'Isabella, accompagnée d'une note concise, « Veuillez conseiller à votre cliente les définitions juridiques de parjure et de fraude. Nous attendons votre présence à la déposition. » Son activité sur les réseaux sociaux a cessé brusquement le lendemain. La « poussée d'extinction », comme l'appellent les psychologues, s'est avérée assez spectaculaire. Tout d'abord, son père a téléphoné à mon supérieur, un homme que je connais depuis 10 ans. Il a prononcé une conférence paternelle et pompeuse concernant le harcèlement supposé de sa petite fille. Mon patron, que j'avais déjà informé de la situation, a écouté avec patience avant de l'informer calmement que l'affaire était de nature personnelle et que tout contact ultérieur avec mon lieu de travail serait dirigé vers notre service juridique d'entreprise. Ensuite, il y a eu les théâtres nocturnes. À 2 heures du matin, elle a réapparu, cette fois en essayant de forcer une fenêtre tout en criant des accusations selon lesquelles je retenais les bijoux de sa grand-mère en otage. Un rapide appel téléphonique à sa grand-mère a confirmé qu'elle était vivante, en bonne santé et qu'elle portait actuellement les bijoux susmentionnés à un bingo de fin de soirée dans sa résidence pour personnes âgées. Les policiers qui ont répondu à mon appel à cette occasion ont manifesté encore moins de sympathie. Par la suite, elle a entamé des appels téléphoniques à ma mère, avec une démonstration complète de larmes de crocodile. C'était une performance digne d'un Oscar d'une épouse repentante. J'ai fait une terrible erreur, madame, sanglotait-elle. Charles ne signifiait absolument rien. J'aime Cooper. Ma mère, une femme forgée dans le creuset du pragmatisme du Midwest et du café fort, a répondu sans hésitation. Eh bien, Isabella, dit-elle, son ton aussi doux que du poison, vous auriez probablement dû y penser avant de passer 8 mois à avoir des relations intimes avec lui. J'espère que vous passerez la journée que vous méritez. Cependant, le summum, le zénith absolu de l'audace, s'est manifesté par un appel téléphonique provenant d'un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. C'est bien Cooper ? La voix était aiguë, pleine de jugement. C'est Gina Nova, la mère de Charles. J'ai été contraint de m'asseoir, craignant que la force gravitationnelle brute de son aplomb ne me fasse perdre l'équilibre. Je pense, commença-t-elle, dénuée de toute ironie apparente, qu'il est temps pour vous de faire preuve de grandeur et de reprendre Isabella. Je restai silencieux, tentant de digérer la folie pure de sa déclaration. Charles n'a pas les moyens d'entretenir une femme pour le moment, continua-t-elle, comme si c'était une explication parfaitement justifiable. Il a commis une erreur. Il s'est laissé égarer. Vous savez comment les jeunes hommes peuvent être. Elle est de votre responsabilité. Je retrouvai finalement ma voix. Laissez-moi m'assurer que je vous comprends bien, Gina. Vous me demandez de me réconcilier avec la femme qui a eu une liaison avec votre fils afin que votre fils puisse échapper aux conséquences de ses propres actions ? Eh bien, souffla-t-elle, visiblement offensée, formulée de cette manière, cela semble égoïste. Je croyais que le mariage était une affaire de pardon. Gina, dis-je, ma voix dangereusement douce, ce n'est plus un mariage. C'est un champ de ruines. Et votre fils était celui qui maniait le détonateur. J'espère que vous passerez une agréable soirée. Je mis fin à l'appel et me suis mis à rire pendant 10 bonnes minutes. Pardonner ? Bien sûr, immédiatement après avoir accordé mon pardon au chat que je n'ai jamais possédé, pour être mort dans des circonstances aussi suspectes. L'audience de divorce était prévue un mardi. C'était, m'assura Arthur, une simple formalité, compte tenu de la présence de bigamie. Même la variété temporaire et mal avisée de Las Vegas avait tendance à simplifier les choses. Isabella arriva vêtue comme pour un enterrement ou peut-être un baptême. Elle arborait une robe blanche simple et élégante. Le symbolisme était si lourd qu'il en était presque comique. Elle se dépeignait comme la pureté même. Elle incarnait un nouveau départ. Elle était la mariée lésée. Sa sœur, Camilla, lui servait d'ombre, un garde du corps silencieux et imposant,
vêtue d'un tailleur pantalon noir qui dissimulait mal sa corpulence robuste. La juge, une femme d'une cinquantaine d'années à l'air fatigué nommée Albright, les regarda par-dessus ses lunettes, son expression traduisant un parfait amalgame de confusion et de résignation. Arthur fut magnifique. Il s'abstint de toute grandiloquence. Il se contenta de présenter les faits avec la précision froide et détachée d'un chirurgien. La chronologie. Les messages textes. Le certificat de mariage délivré par le comté de Clark, Nevada. L'avocat d'Isabella, un jeune homme appliqué qui semblait profondément dépassé, tenta de plaider l'existence d'une contrainte émotionnelle. Il dépeignit Isabella comme une fleur fragile, hypnotisée par les promesses de Charles. Eh bien, il ne précisa jamais tout à fait ce que Charles avait promis, à part une vie d'excitation dans le sous-sol de sa mère. La juge Albright se pencha en avant. « Maître, à quelle contrainte spécifique faites-vous référence ? » Il a fait pression sur elle, votre honneur. Il a profité de sa vulnérabilité. Arthur se leva. Votre honneur, avec la permission du tribunal, je voudrais lire un seul message tiré d'une transcription déjà soumise comme preuve. Il s'agit d'un message de la défenderesse à Monsieur Nova, daté d'environ 4 mois auparavant. Il s'éclaircit la gorge. J'ai hâte de voir l'expression sur son stupide visage lorsqu'il réalisera que je lui ai tout pris. Votre honneur, cela ressemble-t-il au sentiment d'une femme sous la contrainte ? Le visage d'Isabella vira à une nuance de pourpre que je n'avais auparavant observée que sur des tomates trop mûres. C'était sorti de son contexte, rétorqua-t-elle sèchement. Je ne pus me retenir. Je me penchai en avant et murmurai, juste assez fort pour que l'enregistreur du tribunal puisse le capturer. Quel contexte, précisément, rend cette déclaration meilleure ? Un silence profond descendit sur la pièce. La juge Albright frappa son maillet. Divorce prononcé pour cause d'adultère. L'accord prénuptial est maintenu. Tous les actifs acquis avant le mariage resteront la propriété de Monsieur Hay. La défenderesse a droit à ses effets personnels et au véhicule qu'elle possède actuellement, pour lequel elle assumera tous les paiements futurs. Puis vint le coup de maître d'Arthur. Et votre honneur, concernant la question de la pension alimentaire de réadaptation. Étant donné que mon client a pleinement soutenu financièrement la défenderesse tout au long de son programme de certification de 2 ans, ce qui a considérablement augmenté son potentiel de gain, nous demandons que la défenderesse verse une pension alimentaire à monsieur et pendant une période de 6 mois. Cela ne s'élevait qu'à $500 par mois, une somme dérisoire. Je n'en avais nul besoin. Cependant, le principe pur, beau et punitif de la chose, était tout. L'expression de rage apoplectique qui déforma le visage d'Isabella lorsque la juge accorda la motion valait plus que toute valeur monétaire. Nous sortîmes du palais de justice sous la lumière du soleil, vive et indifférente. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis 1 an. À ce moment précis, Carole, la belle-mère que je n'avais jamais désirée, se matérialisa comme un esprit vengeur. « Vous avez volé mon bébé » hurla-t-elle, sa voix se brisant. Avant même que je puisse formuler une réponse, Camilla a brandi une tasse Starbucks format venti et s'est jetée sur moi, avec l'intention de me noyer dans ce que je supposais être un latte brûlant. Cependant, elle a mal visé. Le café a dépassé mon épaule et a atteint de plein fouet une femme qui se tenait juste derrière nous. C'était Gina, la mère de Charles. Elle était visiblement venue apporter un soutien moral. Ce qui s'est ensuivi était une scène d'une fureur suburbaine si chaotique qu'elle défiait l'entendement. Gina, maintenant trempée de mocha mousseux, a poussé un hurlement d'indignation et s'est jetée sur Carole. Des sacs à main ont été brandis. Des insultes, véritables arias opératiques de rage maternelle, ont fusé à travers les marches du tribunal. Des agents de sécurité se sont précipités pour intervenir, séparant les 2 femmes d'âge mûr maintenant engagées dans une gifle alimentée par une fureur mal dirigée et de la caféine. Au milieu de ce chaos, Isabella a finalement craqué. Ce n'était pas un joli sanglot. C'était un sanglot brut, laid, profond, accompagné de halètements et de bulles de morve. Ce n'est pas comme ça que ça devait se passer, a-t-elle gémi, prononçant la vérité pathétique et centrale de toute sa mésaventure. Camilla, légèrement tachetée de caramel macchiato, a tenté de la réconforter. Ça va aller, ma chérie. Tu peux rester chez moi pendant un temps. Isabella a levé les yeux, le visage couvert de larmes et de mascara étalé. Je ne peux pas. Ton appartement sent le chat et la tristesse, et ton matelas est tout mou. Même Camilla semblait vaincue à ce moment-là, la combativité l'ayant quittée.
La dernière chose que j'ai apprise, grâce au commérage toujours fiable d'amis communs, c'est qu'Isabella résidait à nouveau dans sa chambre d'enfant. L'entreprise les avait licenciés tous les deux pour violation de leur politique de fraternisation, un détail que Charles avait manifestement omis de mentionner. Charles lui-même, selon une Gina furieuse, était déjà passé à autre chose. Il serait fiancé à une barmaid de 22 ans qu'il avait rencontrée au bar du casino pendant sa lune de miel de 5 heures. Quant à moi, j'ai vendu la maison avec un bénéfice substantiel. Il s'avère qu'un quartier tranquille avec un scandale récent et spectaculaire attire une pléthore de curieux et des offres rapides. J'ai acheté un élégant condominium au centre-ville avec une vue qui s'étend jusqu'à l'horizon. Il y a un concierge, une salle de sport, et, heureusement, pas d'ex-femme qui rôde dans les buissons. Il s'appelle Marc. Nous nous sommes rencontrés à la salle de sport. Il trouve que toute cette saga est l'histoire la plus hilarante et tragique qu'il ait jamais entendue. La semaine dernière, il m'a offert un café, sur lequel était griffonné au marqueur pas Charles. J'ai tellement ri que j'ai failli me froisser un muscle. Mon avocat, Arthur, a fait encadrer le certificat de mariage de Las Vegas. Dans son bureau, placé entre une photo de lui aux côtés d'un juge de la Cour suprême et un coussin en point de croix orné des mots plaidés, exfolié, hydraté, il est accroché. Les gens demandent parfois si j'éprouve des remords, se demandant si ma réaction n'a pas été excessivement sévère, peut-être trop détachée. La réponse reste invariablement négative. Ses actions ont dépassé la simple infidélité, elle s'est efforcée de m'humilier, de démanteler mon existence pour son avancement personnel, et d'en tirer du plaisir. Elle me percevait comme un imbécile, un simple tremplin, un objet de ridicule. Elle a joué à un jeu stupide et impitoyable. Elle a obtenu une récompense stupide et impitoyable, sa propre vie. Si un regret persiste, c'est de ne pas avoir reconnu les signes avant-coureurs plus tôt. Les subtils signaux d'alarme, la façon dont elle parlait de ses anciens partenaires, les dépeignant invariablement comme dérangés et toujours problématiques. La manière désinvolte dont elle inventait des futilités. Je comprends maintenant. Je perçois tout avec une lucidité qui est simultanément angoissante et libératrice. Je suis capable. Vraiment capable. Et alors que je contemple les lumières de la ville depuis la perspective de mon nouveau salon, avec un homme bon préparant le dîner dans la cuisine, j'éprouve une sensation qui m'avait échappé pendant une période considérable, la paix. Une paix froide, immaculée et absolue.